Monde numérique. Pour moi, on sera plus dans la tech invisible cette année que dans ce qui a fait le succès du CES, c'est-à-dire toujours pareil, ces énormes stands avec d'énormes trucs qui t'en mettent plein les yeux parce que ça reste un show. Il y a toujours cet effet waouh, toujours beaucoup de produits. Mais la différence, c'est que le battant aujourd'hui, il est sur l'IA, il est sur la deep tech, il va être sur les micro-composants. Mathieu de Boeuf-Rouchon, Lionel Tardy, bonjour messieurs. Et bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Mathieu de Boeuf-Rouchon, directeur de l'innovation chez Capgemini Engineering. Lionel Tardy, vous êtes directeur des études à l'École supérieure de vente et d'exportation. Mais surtout, vous êtes là tous les deux, messieurs, parce que vous êtes les auteurs désormais mondialement connus du fameux guide de survie du CES, le CES de Las Vegas, que vous publiez depuis plusieurs années conjointement. Et dont on va parler, qui est vraiment la porte ouverte sur l'année 2026 qui s'offre à nous. J'ai envie de dire, c'est un peu le roman du CES en fait que vous publiez chaque année. Avec pas mal de pages. Donc oui, alors chaque année, il en prend un peu quand même, 30 ou 40. Cette année n'a pas été exempte de règles, même si Lionel a travaillé à quelques simplifications par bullet point de quelques chapitres. Alors est-ce que c'est un roman? En tout cas, on aime à penser que c'est le résultat de la façon dont on aurait aimé construire un guide ou préparer notre CES la première fois qu'on l'a visité, pour ne pas se perdre dans les allées, pour identifier comment travailler sur le CES, identifier les bons acteurs à rencontrer, optimiser son temps et faire de ce rendez-vous, finalement un rendez-vous actionnable au quotidien. Parce qu'un CES bien préparé est un CES qui forcément va être un CES à valeur ajoutée quelque part entre guillemets, dès notre retour. Donc c'est le guide qu'on aurait aimé faire, dès notre première visite et finalement on l'a fait quelques années après. Je crois que c'est la 6e édition par ailleurs. Mais c'est quoi un CES bien préparé, Lionel Tardy? Un CES bien préparé, c'est un CES pour lequel le visiteur ou l'exposant se sera fixé de bons objectifs. Des objectifs, on va dire smart pour résumer. Des objectifs qu'il va pouvoir mettre en œuvre et qu'il va pouvoir réaliser. Et ça se fait véritablement en amont avec la compréhension de ce qu'est le salon. Et c'est vrai que le guide permet de transformer une visite ou une exposition qui va être forcément intense et la plupart du temps, surtout quand on est exposant, même si on est accompagné par une délégation coûteuse, en un succès opérationnel, quelle que soit la facette dans laquelle on regarde le CES. Et c'est cette préparation, elle est véritablement en amont pour l'exposant, savoir comment je m'y prépare, quel type d'interlocuteur je vais rencontrer, qu'est-ce que je vais présenter, qu'est-ce que je vais dire à mes interlocuteurs. On a quelques petits tips and tricks dans le guide spécialement pour les exposants et pour le visiteur. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je veux rencontrer? Et puis alors évidemment, toujours à la place à la sérendipité. Il faut en laisser 20 à 25% parce que la déambulation au hasard et on tombe sur un corner qui vous d'un seul coup qui vous surprend et qui change peut-être parfois la phase de votre journée ou de votre visite complète. Ouais. Et parce que la particularité quand même aussi du CES, c'est son gigantisme. Je pense que vous ne me contredirez pas. Et un gigantisme qui cette année encore, c'est vraiment le cas. Totalement. Ça, c'est un CES qui ne cesse de s'accroître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le CES, c'est quelque part un peu le visage de l'humanité de ces 50 à 60 dernières années avec le numérique qui, dans les années 2000, a complètement explosé, mais avant, c'était l'analogique, etc. Et quelque part, les grandes évolutions de la société moderne ont été vues au CES. Donc, c'est cette continuité. Et donc, quelque part, ça ne s'arrête pas. Alors, ça ne s'arrête pas aussi parce que le 3 de Los Angeles a fermé et on voit que du Netflix, des broadcasters, les réseaux sociaux, donc du TikTok & Co, sont aussi présents sur le CES dans la zone qui est plutôt dédiée au contenu, au broadcasting, à la diffusion des contenus, à leur production, au marketing. Et là, c'est la zone de l'ARIA, au sud, enfin un peu plus au sud du Strip. Et donc, on voit que ça devient un nouveau relais. Et puis, il y a aussi, quand même, il faut le noter, l'initiative qu'a menée Gilbert Réveillon sur le Web3 et notamment le village token, mais qui, cette fois aussi, prend une dimension particulière au CES. Parce qu'au-delà de ce village, il y a la Fonderie, qui est la nouvelle zone du CES, qui s'agrandit sur le Fontainebleau, hôtel tout neuf par ailleurs et absolument magnifique, et qui fait écho de plein
pied finalement à la deep tech, à l'IA, mais pas l'IA pour du buzzword, vraiment des acteurs de la deep tech autour de l'IA, de la blockchain, de la décentralisation, et le CES n'en finit pas de s'agrandir. Alors est-ce qu'à terme il fera encore plus grand? Je sais pas, tous les ans on se pose la question, mais ça ne s'arrête pas. C'est le reflet de la complexité presque de notre monde. Tu prends le cycle de Gartner autour de l'IA, le cycle du hype de Gartner Ouais. autour de l'IA il y a quelques années, c'était marqué IA générative, et maintenant ça a été subdivisé en 6 à 8 spécialités. Donc on voit, avant il y avait monsieur internet dans une société, maintenant il y a plein de métiers de l'internet, et ben l'IA c'est pareil, et donc on voit finalement que ça s'adapte, et donc il y a une zone dédiée, notamment la fonderie cette année autour de l'IA, même si l'IA sera partout encore une fois. Encore un mot sur votre guide. Est-ce qu'il y a des équivalents dans d'autres pays? Parce que vous, c'est un guide francophone que vous proposez, enfin en français. Vous êtes les seuls à faire ça? Alors, on a regardé, hein, on a regardé un peu. Notre benchmark. Si tu, alors, est-ce qu'on était les seuls il y a 6 ans? Oui. Et est-ce qu'on est toujours les seuls? Je crois. Mais c'est vrai qu'il y a 6 ans, Ouais. on a commencé quand on s'est dit tiens, et si on mettait ça sur du papier, si on le reliait, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe? Parce qu'on aurait pu à la fois s'en inspirer et puis se dire on va faire quelque chose de différent avec un autre biais d'approche. Mais en fait, il y avait déjà rien qui existait à part les comptes rendus très classiques et puis celui de Ilyes Ratti de l'époque. Ouais. Où tu avais une Bible, mais c'était le après. C'était le après. C'était pas la préparation. C'était véritablement un compte rendu exhaustif, le plus exhaustif possible de ces visites qu'il enrichissait tous les ans. Et c'est marrant parce que vous l'avez présenté à Gary Shapiro, qui est donc le grand patron du CES de Las Vegas, hein, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, l'organisateur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ces mecs sont fous. En fait, il nous a dit, mais comment vous pouvez écrire? Parce que, alors, on a une version qui est la version classique, qui fait 200 et quelques pages et qui est dédiée vraiment au CES générique quelque part. Ouais. Et puis on a des versions personnalisées, mais qui là font plus de 300 pages. Donc là, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur lequel il y a plus de 300 pages. Donc tu as le guide de survie accompagné vraiment d'un book dédié pour une région, une délégation particulière avec un parcours de visite, etc. Et en fait, quand on lui a présenté les deux, alors il y a au début du projet, parce qu'il fallait leur demander aussi l'autorisation d'utiliser CES, etc. Et puis on s'est revus l'année dernière, notamment sur le CES Tech Trends. On a partagé ensemble quelques émissions de radio. Et en fait, il me disait, mais enfin les gars, c'est quoi votre modèle là-dessus? Parce qu'en fait, mais comment vous pouvez écrire alors, et ils appellent ça le guide Michelin du CES. Tu vois, c'est assez marrant parce que en fait, pour eux, c'est vraiment le guide de visite. Et effectivement, je pense que alors, il est en anglais sur la version 2025. Cette année, on n'a pas eu forcément trop de demandes en termes de traduction. Donc, a priori, on n'en sortira pas cette année, bien qu'au défaut, on en sorte 48 heures ou 72 heures avant le CES en Kindle, en anglais, pour les quelques retardataires. Mais ce qu'on aimerait bien avec la CTA, effectivement, c'est que ce soit intégré parfaitement dans leur offre. Donc idéalement, ce soit un guide qui soit vraiment le guide à destination de tous ceux qui font le CES, parce que c'est un salon incontournable, et parce qu'un guide, c'est vraiment la façon de le préparer au mieux et d'en tirer profit. Parce qu'on peut très vite se perdre. La sérendipité, elle est énorme, et donc forcément, si tu n'as pas préparé ton CES en amont, c'est un CES qui est perdu. Alors, un peu comme on l'avait fait la première année avec le N, il y a maintenant plus de 10 ans, on s'aperçoit que de toute façon, on n'a pas tiré autant profit qu'on aurait aimé, et on a vite changé notre fusil d'épaule l'année d'après. Donc, Gary nous a dit, les gars, c'est amazing, voilà, avec Brian également. Et donc, on voit bien que voilà, ils ont trouvé l'initiative qui était remarquable dans la forme. Dans le fond également, et je pense qu'on se pose la question pour 2027 maintenant de savoir comment est-ce qu'on s'intègre encore mieux avec la CTA sur une version anglaise, parce que tu le soulignes, notre auditoire, il est beaucoup plus sur la France et la dimension francophone. Et puis en même temps, il ne faut pas non plus se voiler la face, le CES intéresse 40 000 personnes francophones à peu près sur les 140 000 personnes qui sont présentes. Donc dans les faits, on est quand même sur un segment extra niché qui fait que ça intéresse surtout ceux qui s'y intéressent. Donc voilà, c'est pas un modèle économique sur lequel tu envies, mais plutôt sur un modèle économique de passion pour partager ce qu'on aime bien en ce début d'année. Alors, bon, rentrons dans le vif du sujet quand même sur le CES 2026 à proprement parler. Quelles sont les tendances que vous avez dégagées et que vous imaginez, que vous voyez, vous qui avez déjà exploré et examiné tout le programme? Alors pour moi, l'édition 2026, elle va marquer une rupture fondamentale par rapport aux trajectoires précédentes.
On avait beaucoup parlé dans les dernières éditions au niveau notamment de la ligne éditoriale de la CTA, qui est tous les ans vers Donc les organisateurs. le plus en plus durable, le plus responsable, le plus recyclable, etc. Là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et surtout l'arrivée de l'IA agentique, on va quitter les cycles précédents où on était plutôt dans l'exubérance matérielle. Et je pense que cette année, et Mathieu donnera son avis avec un autre regard, j'imagine, on va consacrer davantage l'événement à l'infrastructure logicielle critique, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du matériel, ce que va délivrer le matériel, et plus le matériel en tant que tel. Le CES, tout à l'heure, on parlait de la fonderie, on parlait des startups. Le CES aujourd'hui, c'est 3 étages de fusée. Le premier étage, c'est celui de tout en haut, c'est celui qui est visible, c'est le consumer électronique. C'est ce que l'on voit, c'est les enceintes, c'est les écrans transparents, c'est ce que l'on voit aussi dans les médias et dans ce que rapportent tous les journalistes du monde entier. Le deuxième CES qu'ils ont constitué il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est le CES des startups, de ceux qui imaginent la mise en place de quelques verrous technologiques pour trouver des petites idées géniales qui vont peut-être demain intégrer d'énormes dispositifs. Et cette année, ils ont construit le 3e étage, mais qui sont en fait le premier étage, c'est-à-dire le gros booster, c'est-à-dire la deep tech, qui est le sous-jacent de tout, et ce qui peut-être demain sera le moteur de nouvelles technologies. Que ce Deep soit, tech et intelligence artificielle, hein, c'est ça? Oui. Exactement. Donc, Décentralisation, deep tech, beaucoup. Hein. Voilà, donc Et deep donc, tech, on c'est sera vraiment cette les année innovations en profondeur, presque au niveau scientifique, quoi. Oui. Et donc pour nous aujourd'hui, enfin pour moi en tout cas, on sera plus dans la tech invisible cette année que dans ce qui a fait le succès du CES, c'est-à-dire toujours pareil, ces énormes stands avec d'énormes trucs qui t'en mettent plein les yeux parce que ça reste un show. Bon, il y en a quand même des grands stands, rassurez-nous. Bien Ah sûr, oui, oui. voilà, beaucoup, t'imagines même pas. Ouais. Le LVCC, il est saturé, hein, faut dire ce qui est. Donc le On va Convention retrouver Center. John Deere, on va retrouver Ah, ça, c'est incroyable. Attends, c'est un fabricant de Tracteur. machines agricoles. bah oui, mais de gros joujoux, mais comme De Kubota ou machines autre. agricoles. Mais oui, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, et ce qui est intéressant, alors la vue agricole que nous avons en France, VS, la vue agricole anglo-saxonne et plus encore Ah bah oui. américaine est totalement différente. Mais c'est là qu'on voit depuis plusieurs années que le véhicule, bien qu'il dispose encore d'un volant, quoique chez Kubota il n'en dispose plus, est aujourd'hui quasi 100% autonome. Et c'est là que finalement une des tendances majeures qu'on peut voir sur le CES Oui, c'est des cette robots année. géants pour aller dans les champs, en fait. Exactement, intelligents, géants et qui te permettent de déterminer au mieux les traitements pesticides, fongicides qu'il faut opérer, de savoir à l'avance si tu vas pas avoir trop de pertes sur ta production. Et c'est là que le thème central qui reste l'IA quand même cette année, Lionel en parlait, agit vraiment comme plutôt l'intelligence artificielle comme un élément de décentralisé, comme un cerveau copilote, un cerveau orchestrateur. Et cette notion d'IA comme un orchestrateur, c'est vraiment l'élément transverse qu'on va retrouver cette année au-delà des autres topics qui ponctueront ce salon. Ouais. Bon, est-ce qu'il y aura des robots? Est-ce qu'il y aura des lunettes connectées? En tout cas, il y en a pas mal. En tout Oui. cas, il y en a Des beaucoup. robots, il y en aura, oui. Des robots, il y en Ouais. aura. Des lunettes connectées, il y en aura. Il y en a toujours un peu. Il y a beaucoup de robots aspirateurs aussi, hein, chaque année ouais, au mais ça, CES. C'est dans la partie lifestyle sur le Venetian Campus. Effectivement, je te cache pas que il y en a de prévus. Beaucoup Ouais. d'exosquelettes, énormément d'exosquelettes encore une fois. Ouais, les exosquelettes. Ça, c'est Très pas nouveau, en fait. Ça fait Non. plusieurs années qu'on voit ça. Ce qui est pas nouveau dans les thématiques, ce qui est nouveau néanmoins, c'est dans les matériaux, l'interopérabilité, la formation des exosquelettes, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'exosquelettes lifestyle et opérateurs augmentés que d'exosquelettes centrés santé à proprement parler. Donc en fait, il y a les deux, mais il y a une vraie avancée sur la formation des exosquelettes où en moins de 20 secondes sur certains modèles sont en mesure d'avoir compris la façon dont marche la personne et de pouvoir prédire, anticiper, notamment des chutes et notamment aussi les besoins d'assistance. Donc c'est quelque chose qui est très présent cette année et les lunettes connectées, personne n'en a vraiment parlé l'année dernière alors qu'elles étaient quand même très, très présentes en tout cas. Ouais, il y en avait quand même pas mal. Lionel, qu'est-ce que tu as repéré de ton côté? Alors moi, j'ai repéré des choses intéressantes, notamment alors tu parlais de lunettes connectées. Bon, moi, on ira tous voir X-Rail, par exemple, qui est un des leaders mondiaux et qui travaille sur les sous-jacents justement pour faire du spatial computing plus léger, plus abordable. Moi, j'avais repéré
une société qui s'appelle Nakilogix et qui propose de transformer les écouteurs en une troisième main numérique, c'est-à-dire de transformer finalement les interfaces homme-machine que l'on a l'habitude de voir avec un écran et puis une main qui fait quelque chose avec une souris ou sur un pad. Et c'est pas simplement des écouteurs audio, c'est-à-dire que dans leur promesse, ils sont capables de piloter un avion simplement en regardant le tableau de bord. Ah ouais, voilà. D'accord. Et donc simplement des mouvements de visage font que tu pilotes ton environnement. Faut pas sourire au mauvais moment, quoi. Exactement. Faut pas rigoler, voilà, c'est ça la mauvaise blague. Là. Est-ce que face à tout ça, l'électronique classique a pas un peu de mal à exister, je pense? Alors, il y aura évidemment pléthore de grands écrans, d'enceintes, et cetera. Mais finalement, bon, alors en plus, ça, je vois ça peut-être avec un prisme journalistique. On cherche d'abord ce qui sort du lot, et on n'a pas la même démarche que quand on est, je sais pas quoi, acheteur chez Darty ou chez Boulanger, hein. On cherche pas la même chose sur ce genre de salon. Nous, ce qu'on veut, c'est du waouh, du tape à l'œil. Mmh. On l'a eu pendant des années au CES avec la vidéo, le magnétoscope, le laserdisc, et cetera, et cetera. Mais tout ça, l'électronique de loisirs, est-ce qu'elle n'est pas un peu en retrait finalement? Bah, alors dans notre préparation, elle l'est forcément parce que c'est pas les angles que l'on prend, mais le CES reste un lieu consumer. Donc dans les faits, le cœur historique, je dis pas le cœur battant, mais le cœur historique du CES reste le Las Vegas Convention Center, sur lequel on va avoir du LG, du Samsung, des écosystèmes. Alors oui, les écrans sont là, mais en même temps, les écrans, c'est quoi? C'est de la meilleure définition, c'est des écrans plus fins, des écrans qui ont plus besoin de câbles pour être connectés. Donc en fait, quelque part, il y a moins d'effets waouh, si ce n'est des avancées technologiques à proprement parler. Donc forcément, il y a toujours cet effet waouh, toujours beaucoup de produits, toujours, ce qui fait le cœur de ce que l'on a connu du CES. Mais, entre le cœur historique et le cœur battant, la différence, c'est que le battant aujourd'hui, il est sur l'IA, il est sur la deep tech, il va être sur les micro-composants, il va être sur, des capteurs, par exemple comme Point de Fit, qui vont analyser la sudation, des personnes par un capteur sur la peau pour analyser, différents, facteurs, biologiques, de typiques, tout ce qui va tourner autour, des maladies, donc il va analyser, le lactate, la cortisol, enfin bon, plein d'éléments qui sont intéressants et qui permettent d'avoir des indicateurs de santé propres finalement son suivi ou des suivis de pathologie. Donc en fait, ça, c'est plus le CES que l'on voit finalement aujourd'hui et peut-être un peu moins les écrans, que l'on pouvait avoir ces quelques années. Oui, ils s'enroulent, oui, ils sont transparents, oui, ils sont toujours plus grands, oui, ils sont toujours moins chers, oui, et cetera. Bon et ben, effectivement, voilà, et tu le soulignes d'ailleurs, le sujet du vendeur de chez Darty qui va au CES, il y va pour voir des nouveautés, donc il va être rassasié de ce point de vue-là. Après, Bien c'est à sûr. l'IFA de Ouais. Berlin qu'il va vraiment falloir passer commande. Donc en fait, il y a quand même un continuum qui se joue, Ouais. mais il y a un futur exceptionnel quand même des produits au CES. Ça fait encore rêver, faut pas non plus se voiler la face. Ouais. Lionel, je t'ai vu tiquer quand on a parlé de Samsung. Il y a un problème? Oui, bien sûr, il y a un problème parce que moi j'ai le plan du Central Hall et il n'y a pas de stand Samsung cette année. Non, mais c'est de la On folie, voit ça. Hisense, on voit TCL, on voit Ouais. Panasonic, on voit LG. Je les ai sous les yeux, donc je vous les cite. Ce sont les plus grands qui font quelques centaines, Mmh. voire milliers de mètres carrés. Il n'y a pas Samsung. Samsung, il est dans les hospitality suites. Ils ont un best Ils sont éparpillés un peu partout, ouais. Ils voilà, font mais ils ils font sont une pas. présentation, enfin, je sais que pour la presse, ils font une Mmh. présentation le dimanche soir, Exactement, ouais. ce qu'ils faisaient d'ailleurs depuis un certain temps. Bah, ils le font pas au même endroit, donc c'est sympa, ça nous oblige à courir d'un hôtel à l'autre. Il faut dire qu'un hôtel, c'est tout de suite un quart d'heure, 20 minutes en voiture, C'est hein. ça. Heu, Mais en même Et à temps traverser un quart d'heure à pied. il faut se et à traverser un quart d'heure à pied, traverser tous les casinos, ouais, c'est pas comme de traverser la rue en France. Et oui, il faut Donc se poser la c'est question étrange. effectivement de leur intérêt d'être, exposant comme on l'entend. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'expositions sur le CES. Une start-up y va et vit un CES en tant qu'exposant à proprement parler où on pitch pendant, 400 ou 500 fois par jour le même pitch à différentes personnes. Mmh. Samsung ou les autres vont y aller pour d'autres manières. Donc en fonction du stand que l'on prend, de l'hospitality suite que l'on va prendre, ça dénote néanmoins d'une intention particulière entre le fait de se montrer et de s'afficher et le fait d'y aller concrètement pour voir, à proprement parler, des journalistes, faire du one-to-one, conduire des réunions. Et c'est là que le CES est un Rubik's Cube.
en fonction des objectifs que l'on a, on va pas visiter les mêmes zones, on va pas y exposer de la même manière, on va pas préparer son CES de façon identique en fonction des objectifs que l'on a. Et ce repli sur être présent en tant qu'exhibiteur sur des suites dénote peut-être aussi de nouveautés un peu plus cachées ou de relations sur un réseau de distributeurs différents, tels qu'ils peuvent aujourd'hui le penser sur ce CES 2026. Il y a que les suites et le fait de le vivre qui nous permettra de le savoir, parce que tant qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut, la réalité c'est que tant qu'on n'a pas fait le CES, on peut l'avoir fait virtuellement en Ouais, c'est vrai. scrapant le site, en l'analysant, en regardant tous les CES Awards, en regardant tout. La réalité c'est que tant qu'on n'est pas sur place, on n'a pas encore vécu le CES. Mmh. Bon, et les Français qui traditionnellement sont quand même très présents, est-ce qu'on les verra autant que les années précédentes? Je pense qu'on les verra autant que l'année dernière, où l'espace était légèrement réduit, mais quand même très important et très centré sur le Rika Park. Ensuite, nous, on travaille beaucoup et étroitement, comme le disait tout à l'heure Mathieu, avec la région Rhône-Alpes, qui, elle, fait stand à part, mais parce qu'il déploie, je crois, entre 35 et 40 entreprises de la région qui viennent exposer. Et ils sont tous très près les uns des autres, hein, à portée de vue, tout ça dans le Rika Park. Et Mmh. puis, quelques sociétés qui font l'expérience d'autres halls, c'est-à-dire de stands plus gros, Mmh. plus chers, plus visibles, notamment comme Enchanted Tools avec son robot gyropode d'assistanat au personnel médical. Ouais. Mmh. On peut noter Donc les peut-être, juste pour compléter le propos sur les Français de Lionel, c'est que Business France, et avec la région Aura sont massivement sur le Rika Park, un peu moins de start-up par rapport à l'année dernière, mais beaucoup plus qualifiés, mais une présence sur le LVCC pour Amazon, pour Business France Automotive, et donc un vrai rapprochement sur les entreprises dédiées à l'automobile en général, D'accord. sur le LVCC. Ils ne sont plus que sur le Rika Park. C'est peut-être aussi cette étape charnière où on dit: «Hop, on va aller chercher d'autres leviers Ouais, de ça veut dire croissance». monter d'un cran. C'est ils montent dans Ah! la hiérarchie, en En fait, termes hein, d'adressage, voilà. marché, c'est pas le même Eh adressage, ouais, tout quand tu es à côté parce que d'Amazon Automotive, c'est pas la même chose, Ouais, hein. l'Eureka Park, c'est la bourgeoisie et le LVCC, c'est la noblesse. On pourrait dire ça. C'est bien trouvé, ce sera retenu, Jérôme. La noblesse argentée, parce que le mètre carré est Ah bah oui, c'est ça, effectivement, la Oui. pas noblesse la noblesse argentée. désargentée. Non, 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 ça c'est non, clair. ouais, tout à fait. Mais est-ce que le contexte international, selon vous, peut peser un peu? On dit que, par exemple, les Français, ne veulent plus voyager aux États-Unis. Est-ce que vous avez C'est constaté, vous, c'est un une peu le moins espèce cher en de ce moment, donc faut plutôt y aller. Mais en fait, ouais, c'est ce que je pense aussi, hein, mais c'est bon. je vais introduire et puis je vais laisser Lionel compléter mon propos. Donc on va faire comme d'habitude, patate chaude. Donc en fait, oui, clairement, de toute façon, le CES, du temps de la 5G en 2017, c'était une crise géopolitique sur le hardware, asiatique vs, la souveraineté américaine, et cetera. Mmh. Donc de toute façon, on n'échappera jamais à cette règle. Celle d'après, les années après, c'était autour de l'IACT, et cetera. De toute façon, le CES est une cartographie de l'international. Donc, naturellement, c'est le reflet de la réalité, du contexte dans lequel nous vivons tous. Après, je reste persuadé, et c'est une conviction, que les gens ou les participants au CES viennent passer une semaine pour faire des affaires, se retrouver dans un écosystème qui est globalement en dehors du système, même s'il y est connecté d'une manière ou d'une autre, et que quel que soit le contexte, ce sont des participants qui sont dans l'action, dans le mouvement, dans l'après, et donc de fait, le contexte actuel est une variable d'ajustement sur une roadmap. Voilà, ça c'est mon Mmh. avis. Est-ce qu'il y aura moins de Français, en tout cas dans tous ceux avec lesquels on partait classiquement et de l'écosystème élargi du CES? Pour l'instant, tout le monde est là. Donc peut-être dans les entreprises qui doivent peut-être plus justifier un investissement ou une présence que d'autres, mais dans les faits, je suis moins sûr qu'il y ait moins de Français que d'habitude. Peut-être qu'on en parlera moins au regard de notre contexte à nous, qui Mmh. font qu'on veut moins s'afficher comme étant présent, à l'autre bout de la terre pour aller voir des gadgets qui font poète-poète, ce qui n'est pas la Mmh, réalité, mmh. mais c'est souvent la réalité malheureusement perçue. Ouais, absolument. Lionel? Les entreprises ont des roadmaps qui se déroulent à moyen terme, voire à long terme. Et visiter le CES, il nous pose souvent la question quel est l'intérêt d'y aller tous les ans et y aller tous les ans, c'est voir justement comment les innovations incrémentales viennent
s'ajouter et parfois se font disrupter par des innovations tout à fait de rupture. Et le fait d'y aller tous les ans, c'est de toute façon nier complètement et évacuer, plutôt pas nier, mais évacuer toute l'ambiance géopolitique. C'est de dire, moi je m'inscris pour nourrir ma roadmap, que ça soit Trump ou Pierre, Paul ou Jacques, je dois y aller. Et moi, ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que j'y vais tous les 2 ans? Est-ce que j'y vais tous les ans? Est-ce que j'y vais tous les 3 ans? Après, ce qui se passe à côté, l'important, c'est la survie et l'évolution de mon business et des produits que je propose à mes clients. Et je pense pas que les entreprises, et ça, par contre, c'est sûr, oui, les touristes, ok, il y a combien ils ont dit? 6%, 10% de touristes en moins cette année en 2025 aux États-Unis. Bon, voilà. Mais, peut-être que c'est pas du tourisme d'aller au CES. Mais Donc, paradoxalement, les Américains sont beaucoup plus présents à Las Vegas qu'ils ne l'étaient ces dernières années, parce qu'ils sortent moins aussi de leur territoire. Donc, ouais. Bon, eh ben, on verra ça en vrai très bientôt. Voilà, le CES 2026 du 6 au 9 janvier. En réalité, ça dure plus que ça, hein, parce qu'il y a des événements avant, après, etc. Et ça reste quand même ouais, exactement. la boussole de la tech. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Merci messieurs. Jérôme. Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, et donc co-auteur du guide de survie du CES 2026. On peut encore se le procurer? Sur Amazon, sur la Fnac, dans toutes les bonnes librairies sur commande, mais sinon le plus simple, c'est Amazon livraison 48 heures. Eh ben, très bien. Merci beaucoup et bon Merci à CES. toi. Salut Jérôme.